Work there, and then I just thought it was like, why do you not see that? Oh my God! What? Is the finger gone? What am I seeing here? Where is his finger? Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Consultes du Doc et aujourd'hui on va commenter une des blessures les plus horribles qui nous ait été donné de voir en MMA puisque véritablement un des combattants s'est fait couper le doigt pendant un match avec le doigt qui était complètement parti. Donc on va voir ce que c'est que cette blessure, comment ça a pu arriver et surtout les particularités des blessures de la main générique. Pour ceux qui suivent le MMA, vous n'êtes sans doute pas passé à côté d'une des blessures les plus horribles de ce sport qu'on a récemment pu voir dans un match qui opposait Goodale à Plief, puisque Plief s'est fait complètement sectionner le doigt, c'est-à-dire que non seulement son doigt a été sectionné, mais surtout il n'a pas été retrouvé. Et ce qui est encore plus marquant, ce sont les circonstances de découverte. Le combattant Plief ne s'était même pas rendu compte que son doigt était manquant, et c'est l'arbitre en fait qui, pendant la mi-temps, enfin les pauses entre les rounds, s'est approché de lui, a regardé sa main et s'est dit mais attends, là est-ce que je suis en train d'halluciner ou est-ce que véritablement il lui manque un doigt? Et c'était pas une hallucination. Quand on voit les photos, je sais pas si je vais vous les mettre en version non censurée parce que elles sont assez choquantes en fait malheureusement, puisqu'on voit l'os en fait qui est complètement à vif et le doigt qui manque à la main de Plief. Et donc c'est ça qui est carrément hallucinant en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'un combattant ne peut ne même pas se rendre compte en fait qu'il s'est fait sectionner un doigt. Donc le combat, je vais vous la faire assez courte puisque on peut se demander comment est-ce qu'on peut se faire véritablement arracher le doigt dans un combat de MMA où théoriquement c'est des coups de poing, des coups de pied. À quel moment le doigt peut disparaître en fait? Comment on peut se retrouver sans son doigt? En fait, les combattants en MMA portent des gants, ce qui leur permet d'absorber une partie des chocs et d'éviter en partie de se blesser. Et dans la première partie du match, on voit que Goodale commence à asséner en fait des coups au niveau de la main de Plief, et les coups sont assez violents, et c'est là en fait qu'il explique qu'il s'est fait fracturer le doigt. Donc en fait, à force de parer, il a le doigt qui a subi plusieurs lésions avec des fractures, notamment probablement une fracture au niveau de l'articulation, mais le doigt était toujours en place. Et un petit peu plus tard dans le combat, il y a eu des phases en fait de corps à corps où son adversaire a attrapé en fait son gant et à force de tordre un petit peu les bouts des doigts sur un doigt qui était déjà blessé, il a terminé en fait de sectionner et il a en fait complètement désinséré l'os, l'articulation, les muscles, les tendons, bref tout ce qui se passait au niveau du doigt, et le doigt s'est détaché. Et ce qui est choquant en fait, c'est ça, c'est qu'à la pause, chacun se met dans un des deux coins du ring et il y a l'équipe médicale, le staff, etc. Et puis l'arbitre s'approche de chacun des deux combattants et quand il voit la main, il voit que le doigt n'est plus là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit au combattant, attends, t'as perdu un doigt. Et c'est ça qui est complètement dingue. Et Plief, en fait, il dit non mais là je vais combattre, je suis en train de gagner, je veux pas m'arrêter, je vais aller finir le combat et finir mon adversaire. Donc c'est tellement dingue cette histoire de te dire t'as perdu un doigt, ton doigt il est on sait même pas où, puisqu'au départ ils ne l'ont même pas retrouvé, ils ont dû le chercher, et de se dire le mec il pense juste à gagner. Et ça on va en parler juste après dans tout ce qui va être système de gestion de la douleur, adrénaline, etc. Et l'arbitre, bien sûr, il arrête le combat, il dit non, tu perds par forfait puisque tu as perdu un doigt. Et l'autre, en fait, il s'énerve et il dit non, mais c'est pas possible, il faut que je finisse. Et mon doigt, on verra après, je m'en fous un petit peu. Donc ça, c'est complètement dingue. Et l'arbitre, il dit attends, on va d'abord chercher le doigt pour essayer de le retrouver et de le réattacher, puisque ce sont des urgences chirurgicales, il faut opérer pour réattacher le doigt. Et il cherche un petit peu dans la cage, puisque l'hypothèse initiale c'était de se dire que le doigt s'était fait sectionner sur un mouvement en fait au niveau du grillage. S'il y a un mouvement violent avec un des morceaux du grillage, ça peut potentiellement sectionner le doigt si on y met assez de force. Sauf que ils n'ont pas retrouvé le doigt dans la cage, et le fait encore plus dingue, c'est que du coup ils se sont dit peut-être que le doigt il s'est fait sectionner sur un coup, qu'il a giclé ou qu'il s'est fait propulser dans le public, et donc ils ont demandé au public de chercher le doigt. Vous imaginez, vous êtes assis dans les gradins et puis d'un coup le commentateur il vous dit attendez, il y a un des combattants qui a perdu son doigt, peut-être qu'il est pas loin de chez vous, essayez de regarder au sol voir si vous ne trouvez pas le doigt. Truc complètement dingue.
et à force de chercher, ils l'ont retrouvé en fait dans le gant, puisque le doigt était resté coincé au niveau du gant, donc de la mitaine de MMA, et quand il a retiré son gant, le doigt en fait était dedans. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça a été une urgence chirurgicale, ils ont récupéré le doigt, ils l'ont conservé et ils l'ont transporté à l'hôpital pour être opéré en urgence, pour être rattaché. Donc la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas sentir quand on se fait couper un doigt? C'est un truc complètement fou. Tu devrais penser normalement que tu es en train de te tordre de douleur, à la fois bon la douleur, mais aussi le stress, et de te dire la priorité, l'urgence, c'est de retrouver mon doigt et d'aller à l'hôpital. Or, là, c'est totalement l'inverse, c'est non, l'urgence, c'est d'aller finir mon adversaire et de gagner le match. Et ça, en fait, c'est un phénomène qui est bien connu, c'est lié à toutes les hormones qui sont sécrétées pendant un combat et pendant une situation stressante. Pendant les combats, en fait, les combattants sécrètent un maximum d'adrénaline et d'endorphine. En fait, c'est ça qui permet de tenir le combat. L'adrénaline va à la fois booster le corps et faire tous les mécanismes, en fait, de défense et qui te prépare à l'action, ça te met dans un état d'éveil, ça te booste pour aller combattre, ça te donne de l'énergie et ça fait justement ignorer tout le reste, ça fait que tu restes focus sur ton objectif puisque c'est une hormone qui va t'activer et va te préparer véritablement à répondre à un stress de façon rapide et de façon intense. Et paradoxalement à ça, dans les combats, plus on se prend des coups et plus on est en fait en train de se battre et plus on sécrète des endorphines. Les endorphines, c'est tout un système en fait, c'est toute une famille de molécules, c'est des opioïdes qui agissent sur tout ce qui va être récepteur de la douleur et qui va justement avoir un effet anesthésiant, relaxant, antalgique. Du coup, les endorphines, c'est le système justement des opioïdes naturels qui sont sécrétés quand on est justement en fait sujet à des situations douloureuses, à du stress ou autre, pour nous permettre de nous anesthésier et de nous permettre en fait de rester concentré sur le combat. Et ça s'imagine très bien puisque, imaginez dans la nature, vous êtes en train de combattre, en train de faire face à un danger, il faut plus commencer à penser à la douleur, sinon vous n'allez pas aller jusqu'au bout de votre combat, et dans la nature, ce sont souvent des combats de vie ou de mort. Donc en fait, tu auras le temps de penser à la douleur après ton combat, après avoir tué ton adversaire, mais d'abord il faut t'en débarrasser. Et là c'est une vraie situation, et c'est ça que je trouve complètement dingue, de combat en fait à mort. Le mec il s'en fout, il a perdu son doigt, mais c'est pas grave, d'abord il va finir son adversaire et l'achever, et ensuite il pensera à son doigt une fois qu'il aura refroidi, et une fois que le danger immédiat aura été éliminé. Et ça c'est vraiment les situations qu'on peut retrouver dans la nature. Si tu as un lion en face de toi, même si tu perds ton doigt, en fait, tu sais que si tu tues pas le lion, tu vas te faire bouffer. Donc la priorité, c'est pas de rechercher ton doigt, la priorité, c'est de tuer le lion. Donc là, c'est la même chose. Donc les endorphines, ce sont des molécules qui sont sécrétées de façon massive par ces combattants et qui permettent de lutter contre la douleur en association à l'adrénaline. Et c'est assez rigolo de voir ça et de voir la comparaison, en fait, quand on voit des gens qui sont totalement calmes et dans des situations, en fait, opposé, par exemple à l'hôpital, quand les gens sont relaxés et qu'on leur fait des interventions, on leur fait une anesthésie, notamment une anesthésie locale, et c'est des toutes petites aiguilles avec un produit qui permet justement d'endormir. Et je vais pas dire que ça fait pas mal, c'est pas très agréable, mais c'est pas des choses très douloureuses, c'est justement fait exprès, et les aiguilles sont toutes petites. Et il y a pas mal de patients qui font des malaises vagos en fait sur ce genre de douleur. Donc en fait c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que quand tu es dans un état de stress, mais pas de stress immédiat, en fait d'appréhension, de crainte et en fait relaxé, puisque à l'hôpital tu es quand même dans des conditions assez relaxées, assez détendues, tu te focalises sur des douleurs qui sont en fait assez faibles, parce que tu ne sécrètes absolument aucune de ces molécules. À l'inverse, quand tu es dans la nature, tu vois, tu peux te faire couper un doigt et tu vas même pas t'en rendre compte. Quand tu compares une anesthésie locale et se faire couper un doigt, c'est assez dingue de voir la différence. Le mec qui en a rien à foutre, et l'autre qui tombe dans le coma parce qu'il a eu une toute petite piqûre. Je dis ça, mais c'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, c'est juste que ce sont des phénomènes en fait normaux selon la situation dans laquelle on est. Quand on est à l'hôpital, théoriquement, on se dit pas qu'on va se faire tuer par le médecin, normalement. Ou alors, je sais pas. Maintenant, la deuxième partie de la vidéo, l'autre point intéressant de la vidéo, c'est tout ce qui va concerner la chirurgie de la main. Ce combattant, Plief, une fois qu'il a retrouvé son doigt, il a pu aller à l'hôpital pour se faire réattacher le doigt. Et c'est un petit message assez intéressant que je trouve, c'est concernant la chirurgie de tout ce qui va être en fait les blessures des mains, puisque la chirurgie de la main, c'est une spécialité, donc c'est une branche de la spécialité de la chirurgie orthopédique qui est vraiment à part entière, puisque la main, c'est un organe extrêmement complexe
qui permet la motricité et la sensibilité fine, hein, c'est l'endroit où il y a le plus de terminaisons nerveuses pour tout ce qui est petits mouvements, petite sensibilité, parce que ça permet justement de faire toutes les activités et les mouvements fins du quotidien, contrairement aux bras, contrairement à la tête, où on fait des mouvements très grossiers. La main, ça permet vraiment d'écrire, de jouer des instruments, de faire plein de choses en fait précises avec les doigts, et donc c'est un système très complexe. Et toutes les blessures des mains, le souci c'est que qui dit complexité dit multitude de structures nerveuses, tendineuses, etc. Et quand on veut rattacher un doigt, c'est en fait quelque chose de très complexe, puisque quand on veut rattacher un doigt, il faut rattacher toutes ces structures et les suturer avec précision, notamment les ligaments, puisque ça permet de rattacher les articulations. Il faut également suturer les tendons et les muscles pour les rattacher au bon endroit et pour récupérer la motricité, mais les tendons, s'ils ne sont pas commandés par une commande nerveuse, ça ne sert à rien. Donc il faut également rattacher les nerfs, donc de la suture nerveuse, et ça aussi c'est quelque chose de très difficile, puisque imaginez bien que toutes ces structures dans les doigts, elles sont très précises, et donc vous ne pouvez pas les suturer n'importe comment, c'est vraiment de la microchirurgie. Ensuite, il faut aussi suturer tous les vaisseaux sanguins, les veines, les artères, parce que si vous oubliez de remettre les vaisseaux sanguins, le sang ne va pas circuler, et le doigt il sera peut-être attaché, mais il va très vite devenir noir et puis tomber. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite il faut suturer la peau, il faut suturer éventuellement s'il y a une fracture, enfin c'est pas une suture, en tout cas c'est une réduction de la fracture et une fixation, mais ce sont des chirurgies très complexes. Et j'ai eu la chance de passer dans mon externat il y a très longtemps, mais dans un service qui était spécialisé dans les chirurgies de la main, et je peux vous garantir qu'on fait vraiment des miracles, parce que les chirurgies de la main sont très précises, et quand les gens ont des plaies de la main, et notamment des doigts manquants, et le doigt le plus important, petite parenthèse, c'est le pouce, parce que le pouce permet l'opposition, la pince pouce-index, ou en tout cas pouce avec un autre doigt, et finalement, imaginez que vous n'avez plus votre pouce, les 4 autres doigts sont bien moins importants. Ils sont utiles, mais c'est vraiment le pouce qui permet de prendre des choses, et si vous n'avez plus le pouce, vous n'avez plus la pince, et du coup vous perdez une grande partie en fait de la fonction de la main. Donc les gens qui perdent le pouce, c'est très problématique, et en général ce qu'on peut faire, c'est de faire des greffes, notamment de prendre un autre doigt, ou de prendre le pouce des pieds pour le rattacher à la place du pouce de la main, parce que on récupère comme ça la fonction de pince, même si on perd un petit peu de sensibilité et de motricité fine. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir attraper quelque chose avec cette pince. Donc on fait ce genre d'intervention, mais il faut bien se rendre compte que plus la blessure, plus la plaie est délabrante et en fait détruit les tissus, et plus c'est difficile de les suturer correctement. Pour vous donner un exemple, une plaie qui serait la plus facile théoriquement à suturer, ce serait une plaie nette, une section par exemple. Vous faites couper le doigt avec soit un fil, soit un coup de couteau, enfin quelque chose d'extrêmement net, puisque tous les tissus sont coupés de façon droite, de façon nette et précise. A l'inverse, les plaies qui sont ce qu'on appelle délabrantes, les arrachements, les broyages, ça détruit complètement les tissus et ça rend la chose très difficile à suturer. Notamment, j'avais l'exemple d'une femme qui s'était fait mordre par un chien, donc en fait sa main avait été complètement dilacérée, que ce soit les tendons, les veines, les nerfs, et elle avait, il lui manquait 1 ou 2 doigts, je sais plus exactement, ça commence à dater, mais surtout, c'était devenu impossible, même en ayant retrouvé les doigts, de les suturer parce que les tissus étaient beaucoup trop abîmés. Et il y a des interventions en fait qui sont assez géniales, et notamment le professeur qui opérait, l'expert en fait en chirurgie de la main, il avait des techniques qui permettaient de changer les muscles, c'était des transpositions musculaires, ce qui permettait en fait avec les muscles restants de les détacher de leur fonction et de les rattacher sur les doigts restants pour récupérer cette pince et récupérer la motricité. En gros, ça veut dire qu'il faut faire de la rééducation, mais admettons que on vous désattache le tendon de l'extenseur du doigt par exemple, et qu'on vous l'attache sur le fléchisseur d'un autre doigt, vous, quand vous allez envoyer la commande pour étendre votre 5e doigt, à la place vous allez fléchir le 4e doigt. Donc au début ça fait très bizarre, tu as l'impression que ton corps ne t'obéit pas, mais une fois que tu arrives à réhabituer la commande et à comprendre qu'en fait ton nerf ne commande plus une des fonctions mais en commande une autre,
tu peux récupérer par cette transposition, tu peux récupérer en fait une motricité avec un peu de réadaptation, de rééducation. Mais c'est quelque chose de véritablement génial parce que les patients qui ont des plaies de la main, c'est quelque chose d'extrêmement handicapant. Et je vous garantis, tant qu'on a nos deux mains, et j'espère que c'est votre cas, on ne se rend pas compte en fait à quel point ça sert, mais imaginez que vous passez une journée avec les mains attachées, ou ne serait-ce qu'une des deux mains attachées, vous vous rendez vite compte à quel point on est handicapé. Parce qu'il y a plein de mouvements en fait, qu'on ne peut plus faire quand on n'a plus qu'une main, notamment écrire ou ce genre de choses. Donc voilà pour les plaies de la main et voilà comment il a pu se faire rattacher son doigt avec des chirurgiens experts qui ont une parfaite connaissance de l'anatomie, des tendons, parce que des tendons il y en a beaucoup, hein. Il y a énormément, si vous regardez un schéma d'anatomie de la main, il y a énormément de tendons, les fléchisseurs des phalanges, les fléchisseurs des doigts, les interosseux, bref c'est très complexe. L'autre message de la vidéo c'est que on a pour adage de dire en chirurgie que toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire. Ça veut dire que dès que vous avez une entaille au niveau de la main, alors bien sûr ce sera le médecin de juger de la profondeur et s'il faut l'explorer ou non, mais en tout cas les plaies de la main c'est vraiment des choses à considérer de façon sérieuse parce que parfois il y a des blessures au niveau de certains petits nerfs, de certains petits tendons qu'on ne détecte pas forcément quand on vient de se faire blesser, et je parle pour toutes les personnes qui vont par exemple passer leurs mains au travers d'une vitre, se faire un coup de couteau ou alors un coup de scie, enfin les accidents professionnels souvent, et parfois au début on s'en rend pas compte parce qu'avec la blessure on a de la douleur, on a de l'inflammation, etc. Et parfois c'est simplement par exemple la flexion de la dernière phalange ou ce genre de petits tendons, de petits nerfs qui vont ensuite se révéler. Et l'idée justement d'explorer ces plaies chirurgicalement par un chirurgien qui va regarder et vérifier en profondeur qu'il n'y ait pas de souci, ça permet de ne pas passer à côté de blessures, parce que toute blessure de la main peut être handicapante pour plus tard. Donc voilà, petit message, attention aux plaies de la main, c'est quelque chose de très sérieux et de ne pas prendre à la légère. Bref, voilà comment on est parti d'une blessure assez handicapante et assez choquante d'un mec qui se fait couper le doigt pendant un match de MMA à comment gérer, si jamais ça vous arrive, de vous faire vous-même une plaie de la main. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses. Et si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et également, vous pouvez me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Et pareil, mettez des commentaires et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match parce que quand même c'était assez impressionnant. Sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.